Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque on retrouve Tamara Klink, jeune experte, et on est à Montpellier. On se voit en vrai, j'ai Tamara en face de moi. Elle vient de loin, elle vient du Brésil. Avec Tamara, on va parler grands espaces, navigation, et puis peut-être comment vivre ses rêves. Allez, c'est les sujets sur lesquels j'ai envie de t'amener. Bienvenue Tamara, salut. Merci beaucoup, salut Rémi, salut aux adhérents de l'APM, c'est un plaisir d'être avec vous. Quel joli accent qui chante. Alors en off, elle me disait « Oui, je parle pas très bien français et tout. » Écoute, j'espère un jour parler le portugais comme tu parles le français. Ah, c'est très gentil, merci. La France ne nous donne pas beaucoup de choix. Il faut apprendre vite. Là, tu veux nous dire qu'on parle très mal anglais ? Non, c'est parce que vous aimez beaucoup votre langue, ce qui est très bien, c'est très inspirant. C'est qu'il nous oblige aussi à apprendre vite les Français. Tamara, tu as 24 ans, 25 ans ? Quel âge ? On en est où là ? Parce que bon, on lit des articles, mais on sait plus de quand ils datent. T'as 25 ans, non ? Oui. 25 ans. Et à 24 ans, tu es devenue la première femme de ton pays à traverser l'océan Atlantique en solitaire. Une performance dont tu rêvais depuis ton plus jeune âge. C'est ça que j'ai trouvé sur les internets pour préparer. J'ai fait ma première transat l'année dernière. J'étais très contente de la faire, mais je la vois toujours pas comme un grand fait, en fait. C'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment parce que je trouvais que c'était une bonne école pour commencer à naviguer. J'ai toujours rêvé de pouvoir naviguer en solitaire et pouvoir revenir aux endroits où j'ai eu la chance d'aller quand j'étais petite avec mes parents. Donc, notamment des endroits où il y a beaucoup de glaçons en Antarctique. Et j'ai considéré que pour commencer, il fallait choisir un parcours qui me permettrait de vivre mes premiers échecs, mes premières frustrations et mes premières découvertes de la solitude, de la patience, de la confrontation avec mes propres limites. J'ai considéré qu'une transat, ce serait bien. J'étais assez impressionnée en arrivant que les gens étaient surpris parce que dans ma tête, c'était une partie importante, mais C'est que le début, quoi. Est nécessaire de mon parcours. Donc pour moi, c'était un peu comme finir le lycée, Okay. un peu une obligation, mais c'était intéressant, c'était bien, c'était sûrement bien plus difficile que ce que j'imaginais au début. Et je pense que l'effet de pouvoir toujours rêver d'aller plus loin me permettait aussi de vivre ces difficultés comme une école et pas comme une barrière. Ok, mais alors si on rembobine un tout petit peu là, ça commence quand ta passion pour la voile ? Je pense que ça a commencé quand j'ai appris à écouter, appris à parler. C'est venu avec ma langue, puisque j'ai eu la chance de grandir dans une maison où mes parents parlaient de navigation. Mon papa, il est marin, il navigue en solitaire depuis plusieurs années. Et ce qui l'a rendu un navigateur, c'était d'abord la littérature. Il a eu la chance d'avoir un père libanais et une mère suédoise qui l'ont appris les français. Et grâce aux Français, il a eu accès à une collection de bouquins qui était vendue dans une librairie à São Paulo. C'est un peu le New York brésilien où lui, il a grandi et moi aussi. Et à travers cette collection des éditions Artaud, il a connu l'histoire de Gérard d'Aboville et sa traversée de l'Atlantique à la rame. Je sais qu'il a aussi encouragé à faire la sienne plus tard dans l'Atlantique Sud. Il a aussi lu Tabarly. Là, tu dis ça comme ça au détour d'une phrase. Donc ton père a fait la traversée de l'Atlantique Sud à la rame. Oui, il était le premier à faire l'Atlantique Sud. Et il était inspiré justement par ces Français. C'est une grande terre. La France, c'est un grand pays de navigateurs. Je pense que c'est pas juste un grand pays de navigateurs, c'est surtout un grand pays de la culture nautique et maritime. Ok. Donc, au-delà d'avoir des navigateurs incroyables qui ont fait des voyages géniaux, vous avez aussi une grande richesse dans la littérature de navigation, dans les récits de navigation, pas que dans les textes, aussi dans la peinture, la photographie, les vidéos aujourd'hui.
Donc, ça fait rêver les Français et ça fait aussi rêver à tous ceux qui ont accès à ces récits. La puissance des récits, c'est quelque chose très, très, très fort qui peut changer la vie de plein de gens que sans l'accès à ces récits, n'auraient jamais pu rêver de naviguer, de s'approcher de la mer ou même de commencer ses projets même à terre. Donc là, ça commence avec ton papa qui, lui, découvre tous ces récits-là, se lance et fait son... Lui, il a considéré que c'était sa grande traversée, cette traversée de l'Atlantique Sud à la rame, ou comme toi, il dit « Oui, bah, fallait le faire, c'était dans le parcours, je suis allé cocher la case. » Je pense qu'il s'est passionné par les défis de faire une grande distance avec très peu de moyens, avec juste un bateau, une paire des rames. Il était jusqu'à l'année dernière les seuls à avoir fait ça. Et finalement, il y a un Sud-Africain qui l'a refait aussi. On était très contents. Quand tu le décris, chez nous, on a plus l'impression que tu pars faire les gorges de l'Ardèche en canoë-kayak avec une paire de rames, juste 2-3 trucs. Non, c'est parce que je pense que dans la chance de pouvoir grandir avec ces gens, des sujets au petit déjeuner, ça nous permet aussi de voir que finalement, les défis qu'on retrouve en mer sont pas plus grands ou pas si différents et étrangers à la vie des humains qui sont à terre, qui entreprennent, qui dans d'autres sujets, d'autres domaines, d'autres océans. Donc, Il y a une petite nuance quand même, c'est que toi, tu risques la mort si ça se passe pas bien. Quand tu es toute seule au milieu de l'océan. On risque la mort toute seule au milieu de l'océan, mais on risque la mort aussi à chaque fois qu'on croise la rue, une ville. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est ce que tu dis à tes parents pour les rassurer. Quand tu pars, ouais, c'est bon, oh là là, ça va pas être si dangereux que ça. Je pense qu'on a plus conscience des difficultés, des défis et des risques quand on est en mer que quand on est à terre. Et on pense qu'on est en sécurité juste parce qu'on est dans notre propre quartier. T'as traversé 17 jours, ça dure ? Oui, j'ai commencé en Norvège. Du coup, ça a pris 4 mois depuis la Norvège. J'ai fait quelques escales pour réparer des problèmes que j'avais, pour... aussi attendre la bonne météo. J'ai commencé avec un bateau qui n'était pas les bateaux faits pour, les bateaux idéaux pour faire ce voyage. J'ai commencé les voyages avec les bateaux que j'ai pu acheter. Et à ce moment-là, j'étais étudiante. J'ai reçu une invitation d'un follower de YouTube pour venir en Norvège utiliser son bateau qu'il n'utilisait pas. J'y vais. En arrivant là-bas, il m'a dit j'ai réfléchi un peu. Je pense que pour ton apprentissage, c'est mieux que tu n'utilises pas mon bateau. Je pense que ce n'est pas les bateaux idéaux pour toi. Je ne vais plus te les prêter. Et il m'a dit, je pense que le mieux, c'est que tu achètes les tiens et je veux t'aider à acheter les tiens. Ok. Voilà, j'ai commencé à chercher quel serait le bateau idéal. Je me disais un bateau plutôt petit. Je ne suis pas très, très costaude. Et il faut que je puisse porter les voiles toute seule. Un bateau plutôt tolérant, donc une coque épaisse. Dans les études d'archi navale, on se disait que les bateaux vieux, ils étaient plus surdimensionnés. Donc, une coque épaisse pourrait accepter, être plus tolérante à mes premières grandes erreurs. et j'achète ces tout petits bateaux au prix d'un vélo. L'ancien propriétaire était content de savoir que le bateau allait voyager loin plutôt que de rester à quai. Donc, il était content d'aimer les passer. T'as de la préparation sur un bateau comme ça quand tu l'achètes ? Oui, il y a beaucoup de préparation. J'ai passé 1 mois dessous. J'avais très peu de moyens, mais j'essayais de faire le maximum avec ce que j'avais. T'as appris ça où, ça ? Déjà la technique et après à te débrouiller avec peu de moyens ? YouTube, beaucoup. Ouais. Oui. Et je pense que on a l'impression que c'est plus dur de commencer quand on a peu, mais je pense qu'on fait des meilleurs choix quand on a peu d'options que quand on en a beaucoup. Je pense que si j'avais tout l'argent du monde pour choisir les bateaux, je crois que j'aurais pris plus de temps à les faire. Je serais peut-être pas si contente du choix que j'avais fait parce que je pourrais toujours me dire ah non, j'aurais pu trouver un bateau différent. Mais vu que j'avais pas beaucoup de choix et il fallait le faire, finalement, c'était pas une
c'était un choix duquel j'étais fière depuis le début et c'était un choix que j'ai bien embrassé jusqu'à la fin. Et j'étais contente de pouvoir commencer finalement à naviguer en solitaire. Que là, pour le coup, c'était ce qui me faisait rêver depuis toute petite. Je reviens juste là-dessus. Est-ce que c'est un des messages forts que toi, tu essaies de passer là aujourd'hui quand tu transmets, hein, tu es déjà, malgré ton jeune âge, dans une phase aussi où tu essaies de transmettre ce que tu as appris, ce que tu as retenu. Ça fait plusieurs fois que tu dis j'ai fait avec peu de moyens. Cette notion de s'engager, de se lancer quand on a peu de moyens, qu'on n'a pas la configuration idéale, est-ce que ça, c'est déjà un des messages? J'ai l'impression de comprendre que c'est un de tes messages clés. Oui, je crois que c'est pas un message clé pour aujourd'hui. C'est un message et c'est un principe en fait pour notre avenir et même pour les moments présents. Quand on pense à ce que se passe au niveau de la santé des océans, du réchauffement climatique et de la fin des ressources naturelles, on s'est dit que dans notre avenir, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête tout le temps. Et même quand on pense à notre travail aujourd'hui. Et à chaque fois, on est confronté à des défis qu'on n'aurait jamais pu deviner avant. Et on part pour un océan qui est des fois un peu inconnu. Et on se retrouve dans des situations où on est obligé à être prêt à résoudre des problèmes pour lesquels on ne pensait pas être prêt. Donc, faire beaucoup avec très peu, je pense que c'est un principe duquel on ne pourra pas on n'a pas le choix, il s'enfuir. s'impose à nous. Est-ce que toi, ça t'arrive parfois de diminuer les ressources disponibles pour augmenter la contrainte et la créativité? Je pense que par moi-même, j'essaye pas de diminuer mes ressources. Parce que déjà, un bateau, il n'y en a pas trop à disposition. Mais je profite des conditions où je me vois face à ces manques de ressources. Et les ressources peuvent avoir des natures très différentes. Il peut être les sommeils, il peut être les conforts. Donc, en navigation, on passe longtemps à mal dormir, à ne pas bien manger parce qu'on doit rester à la barre longtemps et on n'a pas assez d'aimants pour faire un repas, on ne peut pas s'arrêter. On a des froids souvent, on se sent très chaud aussi. Donc, on sent les manques affectifs. Donc, il y a aussi une ressource importante pour faire ce qu'on a envie de faire, pouvoir compter sur nos amis et sur l'encouragement des autres. Où est-ce que tu puises dans tous ces moments-là la détermination nécessaire pour aller au bout? Je me dis que plus je vis des situations difficiles, plus ma marge de tolérance à la souffrance, à la douleur, mon taux de critique sera en fait bas. Okay. C'est comme un muscle, ça se travaille? Je pense que plus je m'habitue au froid et à être loin de mes amis ou ou avoir peur, surtout, moins ça me dérangera dans l'avenir quand les contextes seront pires pour moi. Donc, quand je serai en mer pendant plus de temps, quand les vents seront plus forts, quand les vagues seront plus grandes. Donc, je pense que ce qui m'aide le plus, c'est d'imaginer que ça va me servir pour des défis plus importants. Ok. Comment tu évalues aujourd'hui, toi, justement ta capacité de tolérance, le niveau du défi que tu t'imposes? Parce que si tu te trompes aujourd'hui, pareil, ça se paye un peu cash. On imagine que quand tu es en plein milieu de l'océan, si tu es parti sur un défi un peu trop costaud, compliqué. Je pense justement que le fait d'imaginer des situations plus difficiles m'aide beaucoup parce que dans cette première navigation, quand je suis partie dans la Norvège, j'aurais jamais imaginé que j'irais avec les mêmes bateaux et juste quelques mois plus tard jusqu'au Brésil. Pour moi, mon premier défi, c'était de la Norvège jusqu'en France. Et c'était déjà énorme. Pour moi, je n'avais jamais fait ça. Là, tu as mis combien de temps pour faire Norvège-France? J'ai mis 1 mois. Je me suis arrêtée 2 semaines au Danemark parce que les temps étaient trop mauvais. Et pendant ces 2 semaines, je sortais tous les jours en mer.
parce que je me disais, un jour, c'est possible que je... Que t'aies ce temps-là, mais au milieu de l'océan. Voilà. Donc, je pense que je serais contente d'avoir déjà vécu ça avant. Et t'as mis seulement, entre guillemets, 17 jours à rallier la France et le Brésil? Ah non, non. Non. Entre Cap-Vert, c'était ma dernière escale, et le Brésil. Entre la France et le Brésil, j'ai pris 3 mois. Ah, ok. Oui. Donc, c'est 17 jours sans escale entre Cap-Vert et Brésil. Voilà, oui. Ok. Ça faisait partie de mon projet de faire des escales parce que je ne pouvais pas éliminer les risques, mais je pouvais les réduire en choisissant en amont les bonnes époques pour faire chaque morceau du trajet. Mhm. Du coup, je me suis arrêtée un petit peu à Las Palmas pour attendre la saison des cyclones. Après, au Cap-Vert, j'y ai passé une semaine pour faire tourner un petit documentaire qu'on a sorti au Brésil, à la télévision. C'était sympa. Et sur la question que tu m'as posée au début, par rapport au récit, pour moi, c'est une obligation. Et ceux qui ont les privilèges de vivre leurs rêves, de délaisser un récit heureux, un récit bien fait, je pense, ou avec un peu d'effort, pour que les autres puissent aussi savoir que c'est possible, pour que les autres puissent désirer aussi de vivre ça. Donc, je pense qu'au fond de moi, j'ai un peu l'envie que tout le monde puisse savoir un petit peu qu'est-ce que c'était de pouvoir grandir avec mes parents qui me parlaient des baleines, des icebergs, de ces vents qui pouvaient porter des êtres humains tellement ils étaient forts au petit déjeuner. Que j'ai un peu cet esprit. On va revenir sur la question du récit et de comment toi tu le portes, parce que tu le fais à la manière d'aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Ça, je voudrais bien que tu m'en parles un peu. Mais avant ça, c'est quoi le plus grand rêve réalisé ou la chose la plus incroyable que tu as vue pendant ces quelques mois sur l'eau? Je pense qu'il y a peu des choses qui nous touchent autant qu'une arrivée. Donc, de pouvoir revoir la Terre après longtemps, la Terre qui était juste des traits et des taches sur un bout de papier, sur un écran. Finalement, quand on la voit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a imaginé. Et je pense que je ne parle pas que de l'arrivée à Recife, au Brésil, qui était chez moi. Je n'étais jamais allée à Recife avant, à cette ville. C'est un peu loin de la ville où je suis née. Mais c'était mon pays, j'étais contente. Mais je pense que rien que de passer, même quand j'étais dans la Manche, et regarder la carte où il y a plein de traits et des flèches qui disent où il y a les courants, où est-ce que c'est la zone de séparation de navires. Et soudainement, quand on y est, c'est un peu magique de pouvoir transformer ces noms, ces lignes en souvenirs des gens, des noms des personnes, des odeurs, des bruits, des rencontres avec des animaux. Et on vit beaucoup actuellement derrière nos écrans. Donc, on a des fois l'impression de pouvoir connaître les mondes à travers ces écrans, pouvoir connaître des gens à travers ces écrans. Et quand on peut transformer, on peut rapprocher notre imagination du monde réel, découvrir que notre imagination a créé un monde entièrement différent qui n'existe que dans notre tête. Je pense que ça nous aide aussi à voir à quel point on est petit, à quel point notre imagination est petite par rapport au monde, mais aussi à quel point on est capable de se donner des conditions ou des situations où on se retrouve comme un enfant à nouveau, où on a l'impression de rien savoir, on a l'impression on peut s'émerveiller. Et je pense que l'émerveillement par le monde réel il est assez magique et il nous pousse toujours à faire plus, à aller plus loin et à se redécouvrir à chaque jour. Et ça ressemble à quoi l'océan quand on est en plein milieu? Moi, je dirais que ça ressemble beaucoup à une assiette.
Je crois que quand les gens disent ah, t'avais pas peur d'être toute seule au milieu de cette mer infinie, je voyais pas du tout la mer infinie, je voyais juste un rayon qui était autour de l'horizon. Voilà, je voyais comme l'horizon un peu comme une ligne. Et j'avais l'impression d'être au milieu d'une assiette qui, elle, pour les coups, elle pouvait être toujours différente, mais elle n'était pas infinie. Parce que mon regard, il n'était pas infini. T'as l'horizon autour de toi. Voilà, des fois, à 360. Des fois, il y a des cargos qui passent et il faut dévier de ces cargos. Okay. Des fois, il y a des poissons volants qui tombent sur les cockpits et on essaye de les remettre à l'eau le plus vite possible pour qu'ils ne meurent pas. Mais des fois, ils brûlent sous les soleils et c'est trop tard et on n'a que les donner aux oiseaux, les manger. Donc, voilà. Et je pense qu'en tant que navigatrice, du coup, je suis très passionnée et très curieuse d'un moment commencer à voir ce qui est en dessous de la surface, parce que j'ai toujours l'impression d'avoir un regard superficiel sur l'horizon, ce qui est pas juste une impression peut-être, concrètement c'est ça. On est toujours dans la surface et des fois quand l'océan nous permet de voir des petits bouts de sa profondeur. Donc, un animal qui passe, un phoque, des poissons volants. Voilà, on se rend compte d'à quel point on sait très peu. Tu aurais envie de repartir peut-être d'une autre façon qui te permette d'explorer plus les fonds? Oui, je crois que oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça pourrait être la suite. Oui. Ma suite en ce moment, oui. Ouais, c'est quoi d'ailleurs ton prochain challenge? Et après, on va revenir juste à la question de comment toi, tu transmets tout ça au monde à travers notamment les réseaux, ton compte Instagram. Ok. Ma suite, j'ai eu la chance de pouvoir aller quelques fois en Antarctique. Et en Antarctique, j'y étais... surtout en été avec mes parents. Donc, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que se passe quand l'été termine et quand les animaux ils partent et quand la nuit arrive. Et donc, un hivernage, c'est quelque chose sur lequel j'ai rêvé depuis un moment. C'est dans quel type de bateau qu'on part l'hiver en Antarctique? On peut partir avec plusieurs types de bateaux différents, mais actuellement, la plupart des gens partent avec des bateaux en aluminium. Et après, en naviguant un peu plus avec des personnes différentes et en lisant notamment des récits, des marrants, je commençais à m'intéresser aussi beaucoup par l'Arctique. Et je ne connais pas l'Arctique encore, donc ça va être ma suite, oui. Et c'est un peu... j'ai ces projets de faire un hivernage en Arctique dans quelques mois. Donc, je suis contente, oui. C'est des projets qui m'inspirent le plus en ce moment. Connexion à la nature totale, là. Oui, pas que à la nature extérieure, aussi à notre nature intérieure, parce que passer des mois dans la nuit, dans une nuit qui ne termine pas, ça nous fait aussi revisiter nos propres cycles et nos propres perceptions de nous-mêmes. Donc, je suis très motivée par ça. Et voilà. Et donc, tu documentes ça. Toi, tu racontes ton récit avec les moyens d'aujourd'hui. Donc, dans un compte Insta qui a plus de 100 000 abonnés. Donc, tu essaies de transmettre. À qui déjà tu adresses ces messages-là? À qui ça s'adresse ton contenu? Je ne saurais pas dire à qui je m'adresse, mais je m'adresse souvent à moi d'abord, parce que j'écris des journaux de bord depuis que je suis petite. Il est toujours traduit en numérique maintenant, ton journal de bord est disponible sur Internet ou pas? Ou il y a, toi, tu as ton calepin juste pour toi J'ai toujours mon journal papier et des fois, je mets quelques morceaux en ligne. Mais je ne sais pas à qui exactement les voit, parce que sur les réseaux, on n'a accès à que des chiffres, quelques noms. Il ne parle pas avec toi? Non, il ne parle pas avec moi forcément. Il ne communique pas beaucoup? Il y a quelques ans, des fois, justement, Enrique, c'était un follower de YouTube. C'est la personne qui m'a aidé à acheter des bateaux. Normalement, on ne se connaissait pas avant et on se connaissait juste par les réseaux. Mais j'ai cette
j'ai cette croyance que, indépendamment du support, parce qu'aujourd'hui, il y a Instagram, il y a YouTube, mais demain, ça peut ne plus exister. Et c'est pas grave, c'est très bien qu'il y ait d'autres choses à faire, mais j'ai ressens que c'est peut-être une manière de pouvoir toucher des personnes qui autrement n'auraient pas accès à ça, ou peut-être aussi donner à ces réseaux en des récits qui sont vrais et qui sont pas, qui parlent pas forcément des choses qu'on a l'habitude Ah oui, c'est super original. de voir dans la vie quotidienne. Je crois aussi que quand on est en mer, on a la chance de pouvoir retrouver ce qui est essentiel et ce qui n'est pas forcément très visible quand on est à terre. On se préoccupe avec quelle est la marque du paire de chaussures de je sais pas qui est-ce que c'est marié avec je sais pas qui, les prix de je sais pas quoi. Et en mer, il n'y a pas ça n'importe pas. Si on est homme, si on est femme, grand, petit, jeune, pas très jeune du tout. Ça n'importe pas si on est en solitaire ou si on est en groupe. L'important, c'est ce qu'on peut faire avec les ressources qu'on a, comment on gère les situations de difficulté, comment on retrouve... Est-ce que ça t'a permis, toi, de trouver d'autres gens à travers le monde qui étaient dans la même dynamique que toi, des jeunes éveillés sur le monde qui les entoure, aventuriers, curieux, optimistes, et puis peut-être qu'ils traduisaient dans d'autres domaines que la navigation? Oui, et je sais aussi que si j'ai pu me lancer dans la navigation, c'était aussi grâce au récit d'autres personnes qui sont venues avant moi, donc d'autres jeunes qui notamment étaient jeunes quand ils ont écrit. Ellen MacArthur, c'était une grande source d'inspiration et de motivation. Je la lisais pendant ma navigation et c'était intéressant parce qu'à l'époque, quand elle a fait les Vendée Globe, elle avait mon âge. L'âge que j'avais quand j'ai traversé l'Atlantique, je me disais, finalement, les défis que je retrouve ne sont pas forcément si grands. Et donc, j'ai fait des posts sur les réseaux, mais je crois que les livres, ils continuent à avoir cette relation avec l'éternité. Toi, tu as envie d'éditer un bouquin? C'est prévu ou pas? J'ai déjà édité 2 bouquins, mais pas encore en français. Je pense qu'ils vont seront traduits dans les prochains mois. Et je suis en train d'écrire un 3e. Parce que je crois que les bouquins, ils restent un objet qui est fait pour durer. Il est fait pour n'importe quelle époque, pour traverser le temps, justement. Et les réseaux, pas forcément, ils sont vus à l'instantané. Donc, on a des likes, on n'a pas de likes, les gens les voient. Dans 2-3 mois, ce sera fini, ce sera plus accessible, ce sera perdu dans cet univers infini des réseaux. Et quand tu auras ton livre édité dans la collection que toi tu lisais enfant, que ton papa lisait enfant, tu auras accompli ce rêve-là, ce sera quoi le prochain alors? Ah oui, je pense que c'est aussi, je serais contente, mais je suis pas très attachée, je suis pas attachée aux chiffres. Aux éditions, aux pages. Je pense que l'important, c'est les gestes, c'est pouvoir laisser peut-être des pistes pour que d'autres personnes puissent les reprendre et aller faire ses propres projets comme elles le souhaitent. Donc, j'ai pas je donne pas beaucoup. Je pense que je fais pas très attention à ces chiffres sur mes réseaux. Je sais même pas comment des gens sont arrivés là-bas. J'étais en mer, du coup. Quand je suis partie, il n'y avait pas tant de gens que ça. Quand je suis arrivée, il y avait plein de monde. Je sais pas comment ils sont arrivés à mes réseaux. Mais je crois que il y a une couche de peut-être de sincérité, de objectivité. Il y a aussi l'aspect concret. Bon, c'est vrai que j'étais en train de naviguer, c'est pour ça que je mettais pas grand-chose sur les réseaux. Et je crois que ça manque des fois. Peut-être les gens, ils en manquent justement de ces repères. De ces repères, oui, de l'essentiel justement.
Eh ben Tamara, un grand merci pour ce message. C'est fou de prendre une telle leçon de simplicité, d'humilité, de vrai. Tu parles de tout ça avec une telle simplicité qu'on a. Mais c'est souvent ça, j'ai l'impression, avec les aventuriers. Dans ce podcast, on a reçu un certain nombre de grands aventuriers parce qu'il y en a un certain nombre qui maintenant viennent transmettre des valeurs à l'APM, aux dirigeants, aux chefs d'entreprise. Souvent, c'est vrai qu'il y a des ponts qui sont et des passerelles qui sont assez évidentes entre un projet entrepreneurial et puis une grande aventure. Et on est toujours frappé par la simplicité de langage, et l'humilité qu'il y a derrière chaque grand aventurier. Merci, on est ravis d'avoir accueilli une grande aventurière brésilienne qui parle parfaitement français et qui est encore au début avec plein de challenges devant elle. Merci Tamara pour tout et on espère que ça va continuer à infuser, diffuser auprès des jeunes et des moins jeunes pour donner le goût. Et puis ça donne envie de prendre des bouquins aussi et de relire du vrai papier. Merci pour tout ça. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous. À très bientôt, salut.